Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Hello, hello, salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. Encore un jour, encore une pastille post-draft. On va se consacrer aux Green Bay Packers comme promis lors du dernier épisode. Tonio Ajavon au micro et je suis de nouveau accompagné par Cyprien Delmas. Est-ce que tu vas aussi bien que les fans des têtes de fromage ou aussi mal peut-être, je sais pas. Écoute, on va le découvrir ensemble, effectivement, Antonio. Merci de me présenter ainsi. Sinon, j'espère que les auditeurs et les auditrices vont bien. J'espère que tu vas bien. Et puis aujourd'hui, on va analyser quelque chose. J'adore le fromage. Malheureusement, je préfère quand il y a moins de trous. Waouh, elle est belle, elle est belle, elle est validée. Et je suis pas loin de te rejoindre, même je te rejoins complètement. On va en discuter tout de suite. Avant ça, un petit récapitulatif des choix effectués par les Packers lors de cette draft. Au premier tour, c'était le 23e choix. Ils ont opté pour Matthew Golden, le receveur de Texas. Au deuxième tour, avec le 54e choix, Anthony Belton, le tackle de NC State. Au troisième tour, Savion Mitchell, le receveur ou homme à tout faire de TCU. Au quatrième tour, Barin Sorrell, l'edge de Texas. Au cinquième tour, Colin Oliver, l'edge d'Oklahoma State. Au sixième tour, defensive tackle de Georgia, Warren Brinson. Et au septième tour, deux sélections. La première, Micah Robinson, cornerback de Tulane. Et John Williams, l'offensive lineman de Cincinnati. Alors, avant de sortir nos couteaux, quel est selon toi le meilleur choix de cette cuvée de Green Bay? Euh, je vais prendre un joueur de Texas, mais pas le premier tour. Je vais prendre plutôt celui d'après. J'ai choisi Barin Sorrell, le edge de Texas. Je pense que c'est un très très bon choix celui-là. Pour le coup, un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que la valeur est excellente avec le pick 124 au total. Le poste est à besoin. Ouais, le poste est à besoin, honnêtement, parce que pour en avoir parlé dans la rédaction avec des fans des Packers, notamment Alex pour le citer, on est sur un Lucas Van Ness qui est quand même assez décevant. Il faut lui apporter de la concurrence. Il y a un Kingsley Enagbare que je ne porte pas foncièrement dans mon cœur non plus dans la rotation. Donc pour moi, tu t'avances comme un numéro 3 avec Barin Sorrell, qui a le potentiel pour devenir un bon complément de Rashan Gary. Surtout que les Packers ont fait une transition vers un système en 43, donc avec quatre hommes de front. Et lui, il va plutôt très bien rentrer dans cette catégorie de defensive end dans une 43, pour défendre à la fois la course, à la fois apporter de la pression. On est sur un profil athlétique qui est vraiment excellent, notamment pour l'agilité, pour son gabarit, c'est énorme. L'explosivité est très convaincante. En gros, tout ça pour dire qu'il y a une marge de progression qui est là et qui va pouvoir être travaillée. Alors, bien sûr, Lucas Van Ness aussi avait de la progression, une marge de progression. On a vu comment ça s'est passé. J'espère que ça se passera mieux avec Barin Sorrell. J'ai pas envie de perdre espoir dans le coaching staff des Packers là-dessus. Joueur avec de l'expérience, 3 années titulaire à Texas. On est sur quelqu'un qui peut jouer dès son année 1 quand même. 121 pressions sur les 3 dernières années, c'est excellent. Le plancher est déjà très correct. Donc voilà, plancher correct, plafond élevé quand même.
Le seul truc négatif que je trouve à lui dire, c'est les bras courts, mais je peux pas les lui rallonger. Voilà, c'est une mensuration physique, c'est comme ça, mais ça fait pas de lui un mauvais joueur pour autant. Pour moi, il y a juste un aspect sur lequel je suis pas tout à fait d'accord, c'est peut-être l'explosivité qui, pour moi, justement, laisse un peu à désirer, alors que athlétiquement, il présente un profil de fou furieux, quoi. Il est extrêmement rapide. Enfin, tu vois son physique, il est taillé comme un dieu grec. Euh, il a vraiment Bon, tous il y a une les petite atouts brille à chacun, hein. Attention. pour la NFL. On s'entend bien. Mais non, non, je le vois, enfin, physiquement, je le vois très très bien. Et pourtant, il y a des aspects comme l'explosivité, comme le fait qu'il est un peu. Ah, il manque parfois un peu de souplesse, il est un peu trop rigide dans ses mouvements. Mais tout ça, ça se travaille. Et effectivement, la base physique est là. Donc oui, c'est le sélectionner au quatrième tour, bah, finalement, c'est logique. Ça correspond à un joueur qui a des qualités avec une marge de progression, comme tu l'as très bien souligné. Pour moi, ben, je vais aller sur l'autre joueur de Texas, du coup, comme meilleure sélection, un peu par défaut, parce que, en fait, j'aime pas beaucoup cette draft des Packers, mais Matthew Golden, ça va être pour moi leur meilleure sélection, parce que, bon, déjà, il n'y a pas de surdraft, il a été sélectionné à peu près au niveau où il devait l'être. Euh, Après, voilà, il pâtisse un peu Non. du fait que je vais te laisser argumenter après. Mais je veux dire, ils pâtissent du fait un peu que cette classe de receveurs, finalement, n'était pas brillante. Mais j'aime bien l'idée de sélectionner un receveur. Parce que quand on regarde ben, l'effectif des Packers, finalement, il y a plein de receveurs qui ont des éclairs de génie ici et là, mais qui manquent cruellement de régularité. Et j'aime l'idée de renforcer ce poste malgré le fait que voilà, ce soit pas un joueur parfait. Dans une draft avec une classe de receveurs un peu plus étoffée, Matthew Golden, c'est un troisième tour, peut-être fin de deuxième. Là, si tu veux refaire le poste, bon, il y avait pas, comme receveur X, il n'y a pas énormément de choix. Peut-être les joueurs d'Iowa State, Jaden Higgins, mais enfin, Jaden Higgins au premier tour, là, pour le coup, j'aurais un peu avalé de travers. Donc voilà, c'est par défaut, ma meilleure sélection, c'est Matthew Golden qui va apporter un peu de vitesse et je l'espère pour eux de régularité, surtout dans la production au poste de receveur. Mhm. Cyprien, à toi de parler. Non, 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 mais j'en parlerai un peu plus tard. Ah, très bien, très bien, très bien. Ben, Non, écoute, j'en parlerai un peu plus tard. allez, on va passer du coup tout de suite ben, à la catégorie suivante, la sélection qui est selon nous la plus mauvaise de cette draft. Et malheureusement, je crois qu'il y a pas mal de choix. Ben, je vais d'abord te laisser la parole à toi, Cyprien, avant que j'enchaîne sur la mienne. Je vais vous surprendre parce que je vais pas donner Matthew Golden parce qu'il y a un choix pire que ça. C'est quand même exceptionnel. Mais Savion Williams, pourquoi, comment? Enfin, on m'explique? Choix 87, donc on est quand même sur un choix du top 100. On va me chercher un gadget player, un mec qui est capable de courir et de rattraper des ballons, et encore rattraper des ballons, être capable, ça voudrait dire avoir des bonnes mains. On est quand même sur quelqu'un qui a un taux de drop à l'université, ah non, 2024 de 11,8%. C'est énorme. Alors, en contrepartie, il rattrape 75% de ces situations contestées, sauf que ces situations contestées, c'est des passes qui sont dans le flat, très courtes, en fait, sur la ligne d'engagement. Il attaque pas à la profondeur alors il va vite. Il a un gabarit démesuré et il est pas capable de s'en servir. Et on l'a utilisé sur les 6 derniers matchs de la saison. On l'a utilisé comme un vrai running back hein, du côté de TCU. Donc on en fait quoi de ce joueur? On le met en receveur, on le met en running back, j'en ai aucune idée. On est sur, au mieux, on le disait, un Cordarrelle Patterson, au mieux, qui participera en équipe spéciale pour retourner des coups de pied, certes, d'accord. Sauf que t'as un des tout meilleurs de la ligue qui peut faire ça avec Kishen Nixon, je trouve. Voilà, je- honnêtement, pour moi, c'est un choix absolument horrible. Je rends hommage à Nitti qui m'avait utilisé ce mot en me citant, mais horrible. Le choix est horrible. Il est vieux en plus, je l'ai pas dit. Il aura 24 ans pendant sa saison rookie. Il y a plus une marge de progression qui est énorme. T'as parlé des receveurs. T'as dit qu'on avait des receveurs, une escouade de receveurs qui est capable de fulgurance, mais qui n'est pas très, constante dans Ouais. ses, tu me dis si je me trompe pas. Non, tout à fait. Du coup, dans ses performances.
on rajoute un énième joueur qui est dans cette vibe-là, en fait. Et est-ce que un Savion Williams au poste de receveur va prendre la place d'un Romeo Doubs, d'un Dontavion Wicks, d'un Christian Watson s'il revient, d'un Jaden Reed, même d'un Bo Melton ou d'un Michael Hardman? Mais honnêtement, j'en ai aucune idée et je pense même pas. Et tu prends ça avec le choix 87. Pour moi, c'est l'un des pires choix de toute la draft, tout poste confondu, toute draft confondue. Ouais, je te rejoins totalement. Pas grand-chose à ajouter. Cordarrelle Patterson, c'est même pour moi le plafond de ce joueur. C'est-à-dire s'il est Ah aussi oui, performant que Cordarrelle Patterson, ce sera déjà une petite victoire parce que ouais, il fait un peu tout, mais il est pas vraiment excellent dans quoi que ce soit finalement. Ouais, c'est un peu dommage de. Alors, si vraiment on aime le joueur, autant attendre de le sélectionner un peu plus tard, parce que, encore une fois, troisième tour, c'est. Voilà, il y a de très très bons titulaires qui sont sélectionnés au troisième tour, et je doute qu'il soit un très très bon titulaire. D'ailleurs, à quel poste, on ne sait pas. Et c'est tout le problème avec ce choix. Mais pour moi, il y a un choix qui est encore plus mauvais, qui est carrément catastrophique. Et je vais même le dire tout simplement, pour moi, toute équipe confondue, c'est le pire choix effectué lors de cette draft. C'est Anthony Belton, sélectionné au bah, deuxième tour, le tackle de NC State. Au mieux, au mieux, pour moi, c'était un quatrième tour. Au mieux. Et encore, s'il était sélectionné au cinquième ou au sixième, il n'y avait pas de souci. Alors pour lui, il a son physique, c'est un Golgoth. Et heureusement qu'il a ce physique de fou, parce qu'il tout a à fait. très peu de contrôle de son corps, et très peu pour ne pas dire pas du tout. Euh, on- en le poussant un peu bien comme on le souhaite, et ça va être le cas en NFL, il perd très très rapidement son équilibre, il n'arrive pas à utiliser ses mains. C'est quand même assez terrible. Encore une fois, heureusement qu'il est très très grand et très très costaud. Parce que ses mains, en fait, il ne sait pas les placer. Il ne sait pas comment les utiliser. Il ne sait pas les placer. Il ne sait pas justement utiliser son poids qui est absolument massif. Donc, il perd rapidement son équilibre. J'insiste encore là-dessus parce que finalement, c'est la base pour un tackle en NFL, même au niveau universitaire. Et c'est au niveau universitaire que justement, je lui ai vu ses difficultés. Je ne vois pas comment ça peut s'améliorer, ou en tout cas au point de justifier un choix au second tour lors de cette draft. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un joueur qui mérite énormément de développement, qui a besoin, pardon, d'énormément de développement. Ça va pas se faire sur le terrain. C'est plutôt un joueur qu'on sélectionne, allez, cinquième, sixième, vraiment en fin de draft, que limite on fout au practice squad, qui s'entraîne pendant un an à pas voir le terrain, parce que c'est même pas un diamant brut. Pour moi, il est brut tout court. Il y a rien qui justifie un choix aussi haut, parce qu'il n'est pas prêt à jouer à NFL. Et si tu le mets directement sur un terrain NFL, il va se faire bouffer au point justement que ben, ça le bouffe psychologiquement qu'ils se disent qu'il n'a pas le niveau, parce que c'est vrai qu'il n'a pas le niveau pour le moment. Donc, enfin, pour moi, ce choix n'a aucun sens. On a juste drafté ben, un corps, voilà, une taille et un poids. Mais au deuxième tour, c'est absolument ridicule. Je l'avais aussi dans mes notes, hein, dans dans les mauvais choix. Mes notes pour les mauvais choix sont extrêmement longues. De ce niveau. Euh, je suis d'accord avec ce que tu avances. Alors, je suis un peu moins d'accord sur sa projection, qui est quand même, je le trouve un peu bas dessus. Cinquième, sixième tour, je trouve ça un peu bas. Quatrième, je pense que c'était sa range. Il a été pris beaucoup plus haut, hein. Il y a pas de souci. Ce qui me gêne, c'est qu'en en plus on est sur un athlète moyen. T'as dit que c'était un corps et un physique, hein, mais l'athlète est moyen. On n'est pas sur quelqu'un qui se déplace bien. On n'est pas sur quelqu'un qui se déplace vite. On est sur quelqu'un de très puissant. Je pense que ça, on l'a compris. Ce qui me gêne aussi, je sais pas si tu as vu, si tu suis un peu les Packers, il y a le coach de la ligne offensive des Packers qui a dit, je cite, qu'il était impressionnant de voir un si grand bonhomme bouger aussi bien et qu'il avait adoré ce qu'il avait vu sur les vidéos à l'université. Je pense qu'on lui a envoyé la mauvaise cassette, Tonio. Ouais, il a dû confondre avec quelqu'un Voilà. d'autre, hein. Non, mais clairement. Parce que c'est pas possible. Il a une mobilité latérale qui n'est pas bonne encore. De par sa technique, tu l'as très bien dit. De par aussi ses facultés naturelles. Moi, je pense que, en fait, que c'est quelqu'un qui va être plutôt un guard dans la NFL, si on veut en tirer quelque chose. Et à partir de là, ce choix fait encore moins de bien et de sens aux Packers parce que tu cherches potentiellement un remplaçant à Rashid Walker qu'il faudra payer l'an prochain, donc le tackle gauche actuel du côté des Packers, qu'il faudra payer l'an prochain et que tu ne veux pas forcément payer parce qu'il faut payer Elton Jenkins, etc., etc. Mais Anthony Belton, ça peut pas être cette solution en poste
de tacle gauche, j'en suis assez persuadé quand tout ce que tu as avancé et tout ce que j'ai rajouté. C'est un très mauvais choix aussi, oui, je suis d'accord. Ouais, et finalement, enfin, je suis désolé pour le joueur. Moi, je doute qu'il écoute notre podcast, mais c'est con parce que non, mais c'est vrai que tu le sélectionnes beaucoup plus tard. Là, j'ai rien à redire parce que oui, bah c'est en fin de draft, c'est là où tu sélectionnes des projets à développer et puis enfin, au deuxième tour, quoi. Deuxième tour. Enfin, moi, franchement, c'est un choix qui me rend malade. Si j'étais fan des Packers, je serais malade parce qu'il y avait tellement de bons joueurs encore disponibles. Mais enfin. Passons. Justement, la catégorie suivante, le joueur qui aura le plus d'impact lors de sa saison rookie. Est-ce que, malgré cette draft sur laquelle pour l'instant on est très sévère, tu trouves un joueur qui marquera un peu les esprits lors de sa première saison? Marquer les esprits probablement, en bien ou à mal, je ne sais pas. Euh, En fait, c'est Matthew Golden, hein, mon joueur ici, mais c'est vraiment un défaut. Toi, tu l'as fait le meilleur choix possible. Moi, je le mets dans l'impact immédiat. C'est un choix par défaut parce qu'il verra le terrain. C'est un premier tour, il verra le terrain. Il rentre dans ce rôle qu'a Christian Watson de menace verticale qui peut amener voilà, dans le fond du terrain. Mais il y a beaucoup de mais. Juste, Christian Watson est blessé. C'est pour ça que je dis qu'il verra le terrain à la place de Christian Watson. Il reviendra peut-être en cours de saison si sa rééduque se passe très très bien, mais j'en doute. Voilà, ils ont attendu, si je dis pas de bêtises, depuis 2002 pour choisir un receveur au premier tour, les Packers, et ils ont réussi à en prendre un qui est un receveur numéro 2 ou numéro 3 dans son utilisation, dans sa production statistique, dans ses facultés. Donc je passe dans le négatif là, mais je dois le dire en fait, je dois dire tout ça. Il y a énormément d'interrogations sur ce qu'il va apporter. Ça a jamais été un numéro un, que ce soit à Texas ou même à Houston. Il a toujours eu une utilisation marginale. Il a été ciblé que 17,7% des routes qu'il a courues. C'est vraiment ridicule en 2024, hein. Bon, certes, il avait Queen Ewers, ça reste difficile à évaluer vu qu'on lui faisait courir des routes longues. Est-ce que avec un quarterback qui est capable de lancer beaucoup plus profond, il aurait été meilleur? Je ne sais pas parce qu'on a aussi des sérieux problèmes de drop. On est sur 9,4% de drop en carrière universitaire. Il y a eu de l'amélioration, certes, mais je veux en voir plus. On est sur quelqu'un de très inconstant. Tu vois, tu me parlais encore une fois, d'une escouade de receveurs qui est très inconstante, capable de flash. Tu rajoutes encore un joueur qui fait ça, en fait. C'est pas possible. Là, il me faut de l'assurance tout risque et je l'ai pas. C'est même pas un Hmm. one-year wonder, Matthew Golden, c'est un six-game wonder. Il a été bon sur les 6 derniers matchs de la saison. Ça a été les matchs qui comptent, hein. Mais il a été Hmm. bon sur les 6 derniers matchs de la saison et jamais avant. Et avant, il était à Houston, dans une autre fac, et pareil, il a jamais su élever le niveau de la fac. Énorme projection. Il aura de l'impact, oui, positif ou négatif, comme je l'ai dit, je sais pas. Bah, du coup, bah, là, j'ai pas grand-chose à ajouter, j'ai même rien à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Mais juste, on va échanger parce que moi, ce sera Barin Sorel, tu l'avais sélectionné comme meilleure sélection. Alors, moi, ce sera le joueur qui aura le plus d'impact. Pourquoi? Parce que soit il met un coup de pied aux fesses à Luc Van Ness et Luc Van Ness devient enfin le joueur qu'on a projeté qu'il serait et il fait enfin fruit de toutes ses qualités athlétiques ou bien ben, carrément il le bat lors du camp d'entraînement et chope sa place. Et là, pour le coup, il aura toutes les opportunités du monde pour se montrer. Je ne veux pas revenir sur le profil, tu l'as très bien développé tout à l'heure. Simplement juste insister sur le fait que c'est un très bon athlète sur les périmètres très resserrés, ce qui est assez intéressant pour ce poste. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais à courir 40 yards, en tout cas très très rarement. Il aura surtout à battre son vis-à-vis sur un espace de allez, 10 yards tout au plus. Et là-dessus, il est plutôt performant. Donc c'est un joueur que j'aime bien, tout comme toi. Et je pense que soit Luke Van Ness, alors c'est Luke ou c'est Lucas? Je me souviens toujours pas. Je confonds Lucas, à chaque fois. Lucas. Lucas Van Ness. euh, Tu peux le raccourcir, hein. Il t'en voudra pas. ça devient enfin un bon titulaire en NFL, ou bien il se fait voler sa place par Sorel qui lui fera fructifier les opportunités. Voilà, on a fait le tour. Il reste plus que à passer aux notes. Je te laisse l'honneur, Cyprien. Quelle note tu donnerais à cette draft? Bon, j'imagine qui sera pas très reluisante. Je l'arrange dans la catégorie des très mauvaises drafts, évidemment. Je vais lui mettre. Ah non, c'est pas possible. J'essaye de trouver des points positifs pour la sauver un peu parce que je pense qu'il y a des drafts qui sont encore pires que celle-là et dont on a déjà évoqué. Allez écouter la draft sur les 49ers, sur celle des Bengals, même si Tonio est beaucoup plus positif à leur égard. Euh, on est sur un draft de 7 acabit. Allez, je vais mettre la même note. Je vais mettre 2/10 pour Barin Sorel parce que je l'aime bien.
pour Matthew Golden parce qu'il aura une utilisation, mais qu'il a été quand même drafté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut à mon goût. Il y a aussi Warren Brinson que j'aime bien au milieu de cette ligne défensive, mais est-ce qu'il va arriver à trouver le chemin du terrain? Je ne sais pas. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé qui fait descendre la note encore, et voilà, qui me fait basculer dans un 2 plutôt qu'un 3 par exemple. Les cornerbacks, on fait quoi, Tonio? C'est quoi cette affaire-là? On n'a pas pris un seul cornerback, on joue avec Kishan Nixon qui est un slot, on va le faire jouer à l'extérieur, on joue avec Nate Hobbs qui est un slot, bon lui il va sûrement jouer dans le slot, et le seul cornerback qu'on prend c'est Micah Robinson, alors on le prend super tard, 237e choix, sauf que c'est Mhm. lui aussi un profil de slot, il jouera jamais à l'extérieur, il est petit, en fait ils ont que des slots cornerback, des joueurs qui peuvent défendre le slot à l'intérieur du terrain, ils n'ont pas un seul mec pour défendre l'extérieur, je sais pas comment ils vont faire, et ça c'est une énorme connerie. Et il y avait des choix bien meilleurs à faire sur le poste de cornerback qui n'ont pas été faits non plus. 2/10. Euh, Honnêtement, j'ai hésité à donner un, mais je vais quand même donner deux. Euh, Deux parce que, encore une fois, l'idée de renforcer le corps de receveur avec Matthew Golden, elle m'est pas. Voilà, je trouve pas ça horrible, même si je suis pas archi fan du joueur, c'est pas horrible. Et deux parce que Sorel, voilà. Mais en dehors de ça, effectivement, alors Micah Robinson, pour être tout à fait honnête, je le connaissais que très peu, même pas du tout avant le processus de draft. J'ai regardé un peu vite fait les rares vidéos sur lesquelles je suis tombé. Alors déjà sur le profil, tu l'as dit, c'est plutôt un slot. Et puis au-delà du profil, je le trouve pas si performant que ça. Alors, c'est un septième tour, donc c'est presque de l'argent gratuit, je Mm. ne vais pas leur en tenir rigueur, mais ça renforce l'idée que bah, justement ce poste qu'il fallait renforcer, celui de cornerback, ils l'ont pas fait. Encore une fois, pour moi, la pire sélection de la draft, Anthony Belton, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est horrible. Savion Mitchell, pareil. Il y a très peu à sauver dans cette draft, quoi. Très peu à sauver, à part, encore une fois, Barin Sorel, et c'est un choix de quatrième tour, quoi. Si le premier choix sur lequel on a un avis positif, c'est celui du quatrième tour, c'est qu'il y a un gros problème. Et ben voilà, c'est bête parce On que. en a pas parlé, Tonio. Mais tu doubles avec Colin Oliver en poste de Mais L. oui, mais oui. Ouais, Pourquoi? Pourquoi? ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Oui. Et en plus, finalement, cette équipe, elle est pas si loin de bousculer un peu les Lions et les Vikings. Il y avait de quoi faire, Ouais, justement, ouais, pour être une équipe solide en playoff. Et bah, pour moi, c'est raté, quoi. ouais, tout à fait. Bon, bah, désolé à tous les fans des Packers, ceux de la rédaction et ceux qui vont écouter ce podcast. On a essayé, hein. On a essayé de trouver des aspects reluisants, mais c'est compliqué. Une mauvaise draft. Bon, pas Selon. beaucoup, on va pas se cacher, Tonio. On n'a pas beaucoup essayé. Mais voilà. Non, pardon, pardon. Dommage. Dommage pour les Packers, mais on va finir ce podcast là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Évidemment, à retrouver sur toutes les plateformes et sur notre site internet touchdownactu.com. Sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles pastilles parce qu'il reste encore quelques équipes à analyser. Merci à toi, Cyprien. Merci à toi, Tonio. Et puis bonne pastille. Le reste des pastilles, sans moi, voilà, je vais vous manquer, j'espère. Allez, ciao, ciao. Ciao. Let's talk about that moment at the end of the day when you finally slow down and wash it all away. It's not just about cleansing and removing makeup. It's about resetting. And now there's a new way to do it. Ocean Wave Cleanser from Osea is a lightweight biphase cleansing oil formulated with Undaria seaweed that effortlessly dissolves makeup, impurities, and excess oil without stripping your skin. No oily afterfeel, no tightness, just soft, hydrated skin that feels as good as it looks. Take it all off at night and start fresh every single day. Cleansing is the essential first step to great skin. Whether you're double cleansing or just need a one-step refresh, Ocean Wave Cleanser from Osea fits into any routine and supports all skin types, from dry to breakout prone. Wash away the day with Osea's new Ocean Wave Cleanser. Available now at OseaMalibu.com or Ulta.com. Plus, get 10% off your first order site-wide with code OCEAN at OseaMalibu.com. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.